Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Jérôme, Michael, Guillaume et Mehdi de Death Podcast vous accompagneront dans le monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Karanai Taro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de ton corps, Philippe. Allez, parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Ah oui. Roman Reigns qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Dive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catchacast, numéro spécial s'il en est. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à dire ça avec l'habitude, mais là donc double événement, à la fois donc couverture du NXT Live Paris, donc passage de la firme de Stanford, donc la WWE, qui nous a gratifié donc d'un show de passage à Paris au Cirque d'hiver. Donc on a eu la chance de pouvoir être accrédité pour interviewer 3 stars et non des moindres, donc Nixon Newell qui a rejoint il y a peu la WWE via NXT, Dakota Kai et Adam Cole Baby, comme qui dirait. Donc on a pu avoir la chance de les interviewer moi-même et Félix. Donc, vous allez pouvoir entendre ça dans un premier temps de cette émission. Et puis donc dans un second temps, on vous a préparé une deuxième surprise, donc un crossover avec l'équipe de Catch Up, donc le podcast Catch Up qui traite du catch tout comme nous, sous toutes ses coutures, avec des analyses régulières, pour ne pas dire même tout simplement hebdomadaires. Donc voilà, on a eu la chance de se retrouver dans un bar peu après l'événement et on a parlé de bien entendu de catch et surtout du show qu'on venait de voir. Voilà, on vous laisse découvrir tout ça. On espère que ça vous plaira et puis on se retrouve à la toute fin de l'émission pour un micro débrief. Oh, et au cas où vous demanderiez qui serait donc en plus de Michael, habitué du Catchacast, fameux Félix, et un autre membre donc du nom de Volodia. Eh ben écoutez, les réponses au mystère ne seront pas dans ce numéro, mais plutôt dans le dernier numéro, donc le season final du Catchacast. Donc n'oubliez pas et n'hésitez pas d'aller écouter ça. Donc ce sera le prochain numéro à apparaître et qui vous expliquera qui sont ces mystérieux intervenants qui se sont glissés dès cette émission dans le Catchacast. Voilà, donc bonne écoute d'émission et à tout à l'heure pour le débrief. What do you think about the British wrestling scene and the fact that WWE is very involved in it? British wrestling seems incredible. There's so many talented people. Pete Dunne, Tyler Bate, Trent Seven. Some names you just read off, and the list just keeps going on. And the fact that WWE are now involved just means that British wrestling is just going to go up and up from there on out.
So my question is that beyond women recognition in the industry, you're in some kind of cross point. You have been beyond Page being the new sensation in the UK and worldwide. And what can you tell us about the fact that you're incarnating the and promoting the fact that women can fight with men as equals? It's the women empowerment, women can do everything men can do. It's just showing that women are just athletes, just like the men, and we're all superstars. So the fact that WWE now are on the women's revolution is just a very, very incredible moment, and I'm so proud to be a part of WWE when this is happening. You have this big impact of the UK scene at the time, and considering people like Pete Dunne and such, do you wish for maybe a UK woman title in the future? Oh, 100%. 100%. I'd love to be the first women's United Kingdom champion. But yeah, I feel in the next few years, the way the women empowerment movement is going, the UK should be getting a women's championship. Women wrestlers, I don't know if you're aware of the Pro Wrestling Eve coming from the UK. Not aware if you already had the opportunity to wrestle there, but what could you share your opinion of this kind of new, feminist and punk attitude into wrestling? I love it. I'm a big punk fan myself, and I've wrestled for Eve numerous times. It's a very, very fun promotion. They're very, very professional, and trying to bring women's wrestling mainstream is, if any little helps. So all my support goes to them. They're a fantastic company. When you'll get to the main roster, which women would you like to face the most? Oh, there's so many talented women on the main roster. I'd love to wrestle Natalia. What a woman. Absolutely incredible. Very much so. Becky Lynch. I'd love to wrestle Becky. Bayley as well. I feel like I could have some great matches with those girls. And seeing Ruby Riott and Sarah Logan doing so well, and Liv Morgan, I wouldn't mind having a few matches with them as well. See how we can do. Be good. You were described as something like as unique and doing things differently. I'm referring to a documentary about the Fight Club you went into. How would you describe yourself in the landscape of the wrestling universe for right now? You said it yourself. I'm unique. I've got no fear in that ring. I'll jump off things. I'm not afraid to get hit and be hit back, Yeah, just unique. I'm different. I'm fast-paced. People got to try and keep up with me because I'm not going to slow down for them. If they want to keep going, then they can try, but it's going to be a hard job for them. What's your inspirations in the ring? For me, I used to watch wrestling with my grandfather, and he was like the British world of sport, so I do enjoy a lot of that, and I try and incorporate as much as I can. Pretty much, yeah, I try to incorporate as much as I can, but wrestling-wise, for women, it was Molly Holly. She was my biggest inspiration. She was the woman that was doing things that women were doing before anyone else. She was wrestling the men, she was doing the flips. I just looked up to her so much, I still do to this day. She was my biggest inspiration, as well as British wrestling, and my grandfather outside of wrestling was the big part, and he got me into all of this. Very much so, yeah. And her opponent from Auckland, New Zealand, Dakota Kai. You have some kind of special position because you have some kind of empowerment being in the Japanese federations and in the Shimmer, we really promote the positions of women in wrestling. So my question is, what do you think of the evolutions of women in wrestling in general and WWE in particular? Having been on the independent scene prior to WWE for almost a decade, and now
seeing where it is now in WWE with the women's revolution and evolution, I think it's amazing. And we, for a long time before I was signed, we wanted equality. We wanted to be seen as on the same level as the guys with the athleticism, and then eventually seeing that happen within WWE was awesome to me, because we want nothing more than to be taken just as seriously as them. And the fact that fans everywhere are starting to recognize that is amazing to me. So it's a really cool movement to be a part of. So, yeah. Little bit variation on this question. If you had the opportunity a couple of years ago to join WWE, would you have joined WWE without this women revolution movement? Oh, I think I would have taken up the opportunity regardless. Being part of WWE has been my dream since as long as I can remember. So yeah, yeah, it was this big. But and I think I would have still had that same mind frame going into WWE. I would have still been I want women to be taken seriously, regardless of where we were in the timeline of the women's evolution, whether or not it started yet. I think it takes, a few people to actually make it happen. So even being a part of the initial stages would have been really cool too. So yeah. You have some kind of interesting position in the NXT roster. You're like Bailey at this time, like the next door girl, but your motto is not your next door girl. So that's pretty interesting. So how do you picture yourself in the future to not take the exact same way, which is not what you want, but to have your unique character and personality? I think I would put my own personal twist on it anyway. I really pride myself in being more aggressive in the ring. So just using all those years that I've been honing my craft, just like emphasizing that when I'm wrestling is key to me. And yeah, I mean, I guess we are similar, but it's just in terms of being happy, I guess, which people draw those comparisons, but I would want to be as individual as I possibly can and make myself stand out in that way. So yeah. So more kicks and more strong styles. Yeah, totally. You got it. You talked about New Zealand a couple of minutes ago. What do you think about the wrestling there? So back in the day, in the 60s and 70s, it was actually really big, but it died off a little bit. So it is growing. I think it's a little bit stagnant at the moment, but there's a few good little promotions there that are working their way to try and make it more of a international, just getting more international recognition. It's a slow process because we are such a small country, and but I think if they keep chipping away at it, it will get more recognition, and then therefore bringing in more WWE fans, and yeah. You mentioned the time you announced to your parents that you've been at the Stamford. So you made some kind of jokes to tell that your father wasn't even aware because he had no social links on the internet. So my question is more on your side. How do you take the opportunities that give the social networks today and to promote your character, or how do you want to use these opportunities in the future? With social media, or just I think the key is just being active on it as much as possible, and just putting as much content on there as possible. Even if you don't have anything, it's always good to keep it going. But yeah, my dad needs to get on social media, but I don't think he'll be easy to teach about any of that stuff. So my mum will just have to be the one to teach him. But yeah, it's just about it's so important to be able to connect with the fans on any level that you can, whether it be Twitter or Instagram or Facebook. But yeah, I think it's just about prioritizing the fans and making sure that they feel like they're a part of it too, because they really are important to everything I do. I feed off them, and so yeah, it's just about the connection and maintaining it, keeping it really strong. Yeah. So being in NXT was not a secret plan to get your father on the social media? No. He just won't
do it. I don't know why. We talked about your duo with Tegan Knox. What about a future women's tag division? That would be so cool, and I think that there are enough women within the main roster and NXT at the moment for this to become a reality. When or how soon that happens, it's hard to say, but we have great chemistry in the ring as a tag team, so whenever that does happen, I think we'll be ready, and I know that there are a few ladies on the main roster that would love that too, that everyone's, been talking about it, and as soon as that happens, it would just be awesome. And along with that, there's more opportunities for women to be competing in tag matches as well as singles for, the main championship as well as the tags. So it's just building up the opportunities that women get to compete in the ring. Yeah. Is Adam Cole. Beyond your charisma and athletic skills, you have some kind of a gatherer figure. In every wrestling federation you've been, you're always gathering people around yourself. I'm thinking Japan and now in the WWE. Do you see some kind of difference between these two periods from Japan and the Bullet Club and now on the Undisputed era? Definitely. I've been in a lot of different factions my whole career, and all the guys who have made up those factions are all different performers. Like, for example, if you just look at the Undisputed Era as a whole, I'm very different from Roderick Strong, who's very different from Kyle O'Reilly, who's very different from Bobby Fish. But Bullet Club was the exact same way. Everyone was different, but together collectively, that's what made the Bullet Club what it was. So I think definitely. Of course, you're going to see people who compare kind of the groups, especially when someone jumps from group to a group. Undisputed Era has the same kind of cocky, no-nonsense, do whatever we want attitude that Bullet Club does. So you get the comparisons. But at the same time, I do think the group that we have now in the Undisputed Era is different in that sense. But I definitely have noticed differences. Yeah. Speaking of Bullet Club, did you see the results of the last New Japan show, and what about the win for the Bucks? Yeah, that's amazing to me because, gosh, back then it was just it was such a foreign idea that they were going to be wrestling as heavyweights in New Japan. So the fact that not only are they wrestling as heavyweights now, but they're IWGP Tag Team Champions is pretty cool. It's pretty cool. But it doesn't surprise me with those guys. Those guys have accomplished and done so much that I don't put anything past them now. I don't put anything past them. At the time, it was like some years ago, you had an interview with Stone Cold on this podcast, and you were talking about the fact of taking risk as a wrestler, and you told him that you were like something in the middle, taking risk if necessary, but also having like finishing moves that are not that risky for your health. Can you tell us more about this? Sure, yeah. So when I first started, when I was 18, I wrestled for a company that had a very hardcore fan base and demanded a lot from its wrestlers. So every single match, I would do every move possible. I would land on the concrete floor. I would land really high on my head just to try to impress the fans. And then you realize as time goes on, there is a certain expectation now in 2018 where fans want to see cool, exciting, hard-hitting sports entertainment or hard-hitting pro wrestling. And there are ways to give them that without necessarily putting yourself in the hospital that night or not being able to move the next morning. So again, that kind of comes with time, and how I feel now about moves and things that I do, that may change 5 years from now. It may change a year from now. Maybe I'll add some things, maybe I'll take some things away, but that's kind of what keeps a performer fresh at the same time. You're always kind of evolving and changing your style, while at the same time, hopefully, protecting your body as best you can. Just not dying in that ring. Talking about indie wrestling, you will defend your beautiful title belt at Evolve 107 on June 24th. Yeah. What do you think about this inter-promotional match? Man, it's with no challenger announced yet. Yeah, right. It's exciting.
I made a comment before when I first won the North American Championship. I said I was going to make it the most important title in NXT, and one of the ways for me to do that is getting the chance to go out and defend the championship in other companies and evolve. I think it makes it cool. I think it adds to the coolness of pro wrestling in 2018, where NXT champions are showing up elsewhere. Right, exactly. So, yeah, really exciting. I'm really looking forward to it. Thank you very much. Thank you. Thank you for your time. Thank you. Take care. It's a pleasure, guys. Thank you very much. Hey yo fuck, on démarre. Avant de cramer des salles, on en a retourné des bars. Dis-moi, à quoi bon faire des clics, des coms et des j'aime quand tu peux checker le public, c'est des pognes et récolte des germes. On roule à droite, pour nous ça roule Imhotep. Plus de faces qu'on a pété de kilomètres, frangin. Ride la route avec ma horde de kickers. Sens inverse de la tendance sur les enjoliveurs. Donne du taf aux videurs, aux dealers, sur des missions comme la FF, en sortir publico, la main sans révision. Face cachée, Naman, ramène-toi si t'en veux plus. Et on rentre en octilien car c'est ça notre tourbus. On se souvient, on prend des chemins parallèles. Et si on se coupe cette fois, si on se chopera au prochain arrêt. C'est le fil que l'on met de la route à la Bonsoir à toutes et à tous, numéro un peu spécial de Death Podcast Catch à Cast, Medides comme d'habitude, et aujourd'hui belle tablée. Alors il y a des habitués qui vont prendre le micro que vous connaissez déjà bien, même si certains moins nouveaux. Il y a Michael à côté de moi qui a l'air enchanté, ravi de prendre la parole dans la barre. Et en face de moi, il y a Volodia. Salut. Et tout au fond, il y a, parce qu'on est dans une grande tablée, il y a Félix. Hello. Et on n'est pas tout seul, parce que soirée spéciale, on vient tout juste de sortir, c'est tout frais, tout propre, du NXT Live at Paris. Et nous sommes accompagnés, c'est merveilleux, on sent professionnalisme, le micro a déjà été pris, ils vont se lancer eux-mêmes. Salut, c'est l'amiral Ambar de Catch Up. Salut tout le monde. Et accompagné de Giscal, de Catch Up également. Bonsoir, Hank de Catch Up Tout. Darren de Vox Catch. Et on aura fait le tour de la team Catch-Up qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Alors messieurs, donc c'est à la cool, on a trinqué dans l'intro. L'idée c'est de se dire, chacun prend son arc. Si vous avez envie de chier sur un arc, vous pouvez. Si vous avez envie de crier votre amour... Ce main event était un scandale. C'est ça, remboursé. Au moment où tu dis ça, on t'apporte des cacahuètes, tu vois, on sent le... C'est peut-être soudoyé par la WWE, je ne sais pas. Stamford est dans les cacahuètes. Et non, plus sérieusement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur un des matchs ou sur l'ensemble du show, quand même plus que correct, NXT, normal. Volodia qui s'empare alors qu'il est servi, un breuvage extrême lui est servi. Du coup, on sort tout juste de NXT Live Paris, qui est le premier live event en France de NXT. Alors, moi je vais commencer par citer un collègue catcheur qui est venu me voir et qui a fait ça m'a réconcilié avec les live events. Ah bah voilà. Clairement, ce live event il réconcilie avec la WWE large. Parce que bon, Bercy, la qualité est ce qu'elle est. Parce que la qualité de tous les live events à Bercy, c'est ce que c'est. Pourquoi étais-tu fâché ? Raconte-nous. Ah bah... Parce que quand tu vois les live events du main roster, tu sens qu'ils... Et c'est normal, hein, les gars ils tournent tout le temps, ils sont tout le temps on the road. Et du coup, tu sens qu'ils sont vachement plus calmes quand même sur ce qu'ils font. Là pour le coup c'était vraiment stylé, il y avait un vrai jeu, il y avait une vraie ambiance. C'était vraiment différent. Non, c'est vrai. Mais je connais pas, est-ce qu'il y a une différence vraiment notable en termes de planning pour les stars de NXT, pour les live events ? Ils sont beaucoup plus... c'est beaucoup plus léger ? Ouais, sur les tours NXT, ils en annoncent actuellement pas mal. Ils étaient en Angleterre, ils étaient au Donut Festival notamment, etc. Mais déjà, les tours en dehors des États-Unis, c'est ultra rare pour NXT. Et même aux États-Unis, ils font quelques dates, mais c'est vraiment ultra minime par rapport au main roster, quoi. D'ailleurs, ça, on a eu à la fin un spot où Lars Sullivan est passé à travers la table. Ça, en main roster, tu vois rarement en show les gens passer à la table, quoi. Ah oui, clairement. Après, du coup, on va peut-être commencer direct par la fin. On va commencer par le main event. Aleister Black, Lars Sullivan pour le NXT Championship. C'était un match qui, alors pour moi, était pas décevant, mais après j'ai aucune affinité avec Lars Sullivan, donc j'étais un peu mort pendant le match.
Mais le match était plutôt et techniquement était impressionnant. Lars Sullivan fait quand même des belles prouesses techniques. Enfin, de force, c'est pas de freak of nature pour n'importe quoi. Donc c'était plutôt cool. Tout ce qu'il faisait, tout ce que répondait Aleister Black était assez sympa. Mais après la fin du match était peut-être un petit peu en DK. C'était genre, ça se terminait par une DQ. Voilà, par une DQ de Lars Sullivan qui pousse l'arbitre. Sauf que le truc c'est que la règle, c'est une des règles des house shows, c'est de laisser et même pour les pay-per-view de manière générale, c'est de faire en sorte que le public parte heureux, rentre chez soi heureux. Ouais. Oui, voilà, que le public sorte chez soi satisfait. Et le fait est que Lars Sullivan sort du ring, sort une table, et là, après je sais pas, grosse pop, mais après je sais pas, personnellement j'étais pas dupe, mais les gens à côté de moi, personne n'était réellement dupe sur le fait que on savait très bien que c'était pas Aleister qui allait passer dans la table, c'était clairement Lars Sullivan. Comme ça, le heel passe à travers la table et merci. Tout le monde qui installe un truc, une table, c'est lui qui se la prend. Exactement. Ça c'est vrai aussi. Une règle tacite. Mais c'était quand même décevant de finir, même s'il y avait ce moment-là de la table, c'était décevant de finir sur une disqualification en main event. Voilà, bon, c'était comme on en a parlé un petit peu en sortant de show, c'était pour donner envie de voir le match de takeover après. Mais quand même, c'est un house show, on a aussi le droit d'avoir des fins clean et sympas et satisfaisantes en soi. Ouais. Un petit coup de gueule sur le show, mais le reste était très satisfaisant. Oula, pendant que les camions passent. Bonjour, c'est Hank, salut. Donc, non, le problème, pour moi, le problème du main event, c'est pas tant... Enfin, c'est un problème de disqualification. C'est le fait que Lars Sullivan a dominé méchamment et que du coup, toute l'excitation est là parce que tout le monde adore Aleister Black et tout le monde veut voir Aleister Black faire des pirouettes. Tout le monde veut le voir faire quelque chose de suicidaire, un truc. Voilà, on a envie de le voir faire les choses que personne ne fait à NXT et on en a eu, mais on en a eu des miettes, je trouve. C'est le problème pour moi de ce main event, c'est pas tant. S'il y avait eu vraiment un très bon match qui se finit par disqualification, ça me pose pas de soucis, mais c'était un match auquel il manquait une partie en fait. On voyait le booking, il est clair, c'est Lars Sullivan qui domine au début, le babyface qui revient à la fin. Le babyface n'est pas revenu. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de se servir. La table à la fin, c'était tenez, prenez ces cacahuètes, voilà, pour le une match. Une obsession avec les cacahuètes en fait. Un peu branlant, quoi, ouais. Et encore, les cacahuètes, ça peut être plus sympa. Et est-ce qu'on continue de remonter le fil ou est-ce qu'on rajoute des choses sur le main event, chers amis? Ah, bah il y a de quoi dire encore. Sur le main event, ce qui change beaucoup, c'est par rapport aux anciens affrontements d'Aleister Black qui étaient iconiquement contre Velveteen Dream et contre Andrade Cien Almas. Forcément, Lars Sullivan, on va avoir un rapport de David contre Goliath, donc ça change complètement la physionomie du match. Si jamais le first contender n'avait pas été Lars Sullivan, mais avait été Velveteen Dream ou Ricochet, là on aurait eu effectivement les suicide drive, les pirouettes, etc. Là forcément, ça conditionne énormément par rapport à ce que l'autre peut faire en termes d'athlétisme dans le ring, quoi. Donc c'est peut-être une façon de voir Aleister Black à l'œuvre face à un adversaire qui a un répertoire très différent du sien. J'ai pas trouvé Lars Sullivan si impressionnant que ça en fait moi dans le match. Malgré tout le temps qu'on lui a donné comme domination, j'ai pas trouvé qu'il était ouf. Il a fait il a montré des bien meilleures choses que ça, quoi. Ouais, moi je m'attendais à un pire parce que à la base c'est quand même un style très old school et tout, c'est vraiment le gros bourrin. On a l'impression qu'il sort des années 70, quoi, je veux dire, et au final il fait quand même des choses assez intéressantes, donc je pense que le match de TakeOver va être quand même pas trop mal, je pense. Mais le problème, c'est qu'ils sont un peu bloqués parce que comme il y a le match de TakeOver donc dans une semaine, samedi. C'est samedi TakeOver, c'est dans 5 jours. Voilà, donc c'est dans 5 jours. Donc ils peuvent, je pense que même si c'est un show que les gens n'ont pas forcément communiqué énormément dessus, ils peuvent pas montrer, Aleister Black dominer Lars Sullivan déjà en fait. Donc c'est un peu bloqué, je pense. Donc du coup, ce finish un peu bizarre. Tu peux finir par une disqualification. Tu peux finir par une disqualification et montrer quand même une séquence de 2 minutes d'Aleister Black qui excite les gens, etc. Je trouve qu'on lui a donné très peu en fait dans ce match. Je suis d'accord, mais de la même façon, je vais un peu plus sur un autre match, mais le match en équipe féminin. Mais ça, c'est les trucs de booking que j'aime pas à douleux, mais
comme Bianca Belair était heel. C'est une honte, il n'y a pas eu de whip air. Elle n'a pas utilisé ses cheveux du tout, ce qui est ridicule parce que tout le monde voulait voir ça, mais elle était heel donc elle n'avait pas le droit. Pour le coup, alors je vais te contredire là-dessus. Elle a utilisé ses cheveux, elle s'en est pas servie pour fouetter, mais elle s'en est servie pour bloquer les bras de Candice, de Dakota, de Dakota Kai. Bondage avec le bras de Dakota Kai, quoi. C'est pas mal. On a vu Bianca Belair faire du bondage. Moi, je trouve ça Cela ne nous regarde pas. Mais oui, mais elle s'en est quand même servie. Mais après, oui, le fait est que si elle avait utilisé ses cheveux, enfin sa braid comme un fouet, comme elle fait usuellement, bah, les gens auraient popé un petit peu trop parce que elle était en équipe avec Lacey Evans qui elle s'est fait huer assez copieusement. Voilà, bien copieusement. Ouais, mais c'est le gros problème de la WWE qui m'énerve énormément, c'est qu'il y a des heels qui ont le droit d'être over et des heels qui n'ont pas le droit d'être over. C'est-à-dire que là, Bianca Belair n'avait pas le droit d'être over, alors que par exemple, les Undisputed Era, ils étaient heels, ils avaient le droit d'être over, par exemple. Ils leur ont pas demandé de pas faire leur finisher, tu peux pas lutter contre Adam Cole, quoi. Adam Cole bébé, il sera over quoi qu'il se passe. Ou Velvet in Dream, il était dans une équipe de heal, mais il avait le droit d'être over aussi. Mais d'ailleurs, si on part sur le match, comme tu avais remarqué à la base, si vous regardez la carte prévue, la carte qui était annoncée, il y a un match qui a été merge en deux. Compilé, on devait avoir Ricochet contre Velvet in Dream et d'un autre côté Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano. Et en l'occurrence, et je pense que c'est parce que sinon ça aurait été trop... oh regardez, c'est les matchs de TakeOver, regardez, c'est les matchs de TakeOver. Et du coup, ils les ont merge en un tag team match. Fusionné. Qui pour le coup était vraiment bien. Enfin, pour ma part, hein, c'était vraiment, pour moi, c'était le match of the night, clairement. Oui, le match Johnny Gargano, Ricochet contre Velvet in Dream et Ciampa. Je pense que pour moi, c'était le match of the night. Mais le truc, c'est que ça permettait aussi de faire huer Velvet in Dream. Oui. Parce que dans le cas où on aurait eu un match, juste le match qu'on va avoir à TakeOver, à savoir Ricochet de Velvet in Dream, il n'y a personne qui va huer personne. Tout le monde va popper pour tout et n'importe quoi, parce que Velvet in Dream est beaucoup trop over. Là, en étant en synergie avec Ciampa, il arrivait quand même à se faire huer, c'était pas mal. Il y avait quand même tu vois, il jouait un peu... Il était principalement acclamé, quand même, mais quand même, il a quand même eu plus de humains que ce que tu vas avoir samedi. Moi, j'en suis sûr et certain. Clairement. C'est sûr. Mais c'est vrai que on parlait du changement de carte quand Ciampa est entré, puis qu'après Velvet in Dream a fait son entrée magnifique tout en haut du cercle d'hiver, sublime. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Et puis après, mais c'est pas les matchs qu'on avait prévus à la base. Qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, ouais, comme tu l'as dit, c'était match of the night très clairement. Enfin. Mais je pense pour là peut-être le 3 contre 3. Pour parler du 3 contre 3. Voilà, pour parler du 3 contre 3 justement. J'ai adoré le 3 contre 3. Le seul truc qui m'a, c'est peut-être beaucoup dire de gêné, mais c'est le fait que dans ce match, le public était tellement pour Undisputed Era que j'ai eu un petit peu de peine pour Pete Dunne. Pour Monsieur Burch, pour Burch et Khan, c'est ça. Alors, je te laisse, vas-y, je te laisse sur ton idée, peut-être. Ah non, je disais juste pour Monsieur Burch. J'allais dire, est-ce qu'on lance l'instant Monsieur Connard, à savoir les pop du public? Est-ce qu'on joue nos grosses marques de merde et est-ce qu'il y a eu des moments, le over Adam Cole? Ah ouais, bon. Le chant Clément Petiot dans le main event, non. Non. Juste non. Ouais. Oui, on Petiot, Faites-le entre les matchs, faites-le quand vous voulez, mais pas pendant le main event. Ça c'est assez intéressant, on peut peut-être en parler un petit peu parce que ça, on va dire, ça divise, mais donc Clément Petiot, Tristan Archer sur le Cruiserweight qui a eu son Tristan Archer side, comment on appelle ça, Tristan Archer section, on va dire, mixé avec un truc Gargano, c'était très bizarre. Bon, après, c'est pas le problème classique, est-ce qu'on remet en question les qualités du bonhomme? Non, c'est pas ça, mais est-ce que c'est le bon mouvement diplomatiquement de faire une promo en mode offensif dans une autre fédération pour faire avancer le catch français? Bon, moi, s'il faut mon avis, je pense que c'est pas le meilleur move du siècle, ou d'être plus discret, de peut-être pas faire des pop vocales en plein milieu d'un match. Après, la question est ouverte. Non, mais je dirais parce que je suis un peu le catch français, et je suis même beaucoup le catch français. Et il y a une envie de Clément Petiot à la WWE. Il a fait un bon match au Cruiserweight Classic. Il est vachement apprécié des fans de catch en France.
Et il y a beaucoup de gens qui veulent le voir vraiment à NXT, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Ce serait même mérité, hein, mais. C'est pour ça que ça toujours. Moi, je trouve pas ça mal de faire. L'intention est pas mauvaise. En fait, c'est la façon. Voilà. En fait, c'est la façon de le demander, en fait. C'est un peu l'équivalent du Beach Ball Mania, tu vois. Quand tu sors ça dans le main event, alors que les mecs sont en train de se déchirer dans le ring, et tu es en train de parler de quelqu'un d'autre, voilà. Quand t'as le champion NXT qui est en train effectivement de se battre pour garder son titre, évidemment c'est pas le moment pour pousser pour ton chouchou national. Surtout que ils l'ont déjà eu dans un programme WWE, le Cruiser classique. Je pense qu'ils ont les yeux un peu partout. Clairement Triple H il a fait savoir depuis pas mal de temps qu'il a cette vision de ses temps partout dans le monde. Donc forcément il y aura une base européenne à un moment donné qui sera là. Donc je pense que Clément Puteau il est déjà dans la shortlist, mais et sans doute que c'est Senza Volto qui chopera son job à la fin, je pense. Vu son petit chemin à l'international, mais on verra. Mais en vrai aussi, j'ai un gros problème avec le fait les chants We Want Puteau, aussi des We Want Volto, des trucs comme ça. C'est que ce qu'il voulait faire était louable. Hein. Mais il l'avait déjà fait correctement en faisant genre des jolies bannières. Ils avaient plein de jolies bannières, il y avait plein de bannières partout, genre avec des beaux drapeaux français avec marqué We Want Puteau en gros dessus. T'en as une qui était accrochée sur une des balustrades. On avait plein, tu vois, et ça c'était cool. Pareil au live event il y a 3 semaines. S'il y a des gens qui étaient là, moi j'y étais pas en l'occurrence. Mais apparemment, mais je crois qu'il n'y a pas eu de We Want Puteau, enfin de chant. Mais il y avait beaucoup de flyers, c'est tout. Il y a une photo de. On a vu Ouais. À Bercy, apparemment, il y en a eu. Ouais. Apparemment, il y en a eu, du coup. Donc, my bad. Mais j'en ai moins moi, perso, j'en ai moins entendu parler. Et j'ai surtout entendu parler du fait que tout le monde avait des petites affiches et que ça marchait bien. Et que même Cédric Alexander, il en a pris une. Il en avait, exact. Pendant sa sortie, il a pris une photo où il a son Cruiserweight Championship sur une épaule. Et de l'autre, il a le petit flyer. Et il le regarde, genre, il le pointe en faisant il faut, tu vois. Après, sur un public de live NXT, forcément, t'as beaucoup plus, on va dire, de smart, de gens qui regardent le catch d'une manière, comme ceux qui écoutent le podcast de catch, quoi. C'est pas le public mainstream WWE, donc forcément, ils vont un peu plus pousser vers ça. Ouais. Je pense que ça aurait plus sa place, à la limite, entre deux matchs. Voilà. Entre deux matchs, t'as une petite pause, tu mets les chants We Want Puteau, là, ça s'entend, et ça ne bouffe pas ce qui se passe. Envoyer les chants où est Clément Puteau. Ouais, non, pour le coup, moi, personnellement, je trouve ça assez respectueux pour le travail d'Aleister Black et Lars Sullivan. Dans l'occurrence, c'est arrivé pendant leur match. Je trouve que si vous commencez genre à jouer avec des beach balls ou faire n'importe quoi d'autre comme ça pendant le match, c'est juste que c'est irrespectueux envers les envers les catcheurs en l'occurrence. Mais, de manière générale, j'ai pas. Je trouvais que le public s'était plutôt bien comporté. Oui, j'ai pas été choqué particulièrement. À part ça, oui. Parce que j'ai pas fait gaffe au chant Clément Puteau, moi je connais pas trop tout ça, mais de manière générale, le public s'est pas trop mal comporté. On avait les matchs féminins, elles avaient un petit peu du mal à lancer, mais le public a quand même été assez cool avec les Candice Wrestling pour Candice LeRae et compagnie. Donc j'ai plutôt trouvé que c'était plutôt pas mal. Oui, parce que moi je suis assez, pour ceux qui suivent Catch Up, j'en profite. Voilà. Non mais je suis assez sensible à ce genre de truc. Je déteste quand le public d'une certaine manière ne respecte pas ce qui se passe dans le ring parce qu'il se passe autre chose. Là je trouve que ça allait. D'ailleurs si vous regardez le dernier WrestleMania, la dernière image quasiment, vous voyez quelqu'un qui est désastré parce que Roman Reigns a perdu, et bien c'est Liz. Oui, le seul triste sur le network, vous verrez, c'est le Roman Reigns Boys. Ouais, moi pour les chants, je trouve quand même que, en fait, en général, on est habitué à ce que NXT, il y a un départ. Je t'interromps parce que nous avons un départ de Volodia. Au revoir Volodia, merci d'avoir été là. Bonne soirée. Na, 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 na. Hey, goodbye. Donc voilà. Comment reprendre après ça? Même traitement que Stéphanie McMahon. Merde. Ouais, NXT est assez connu pour avoir des chants qui sont quand même, donc ce que j'appelle moi des chant monkeys. Enfin, je suis pas le seul à appeler ça les chant monkeys. Ouais. Et donc c'est des gens qui sont en général, on a l'impression qu'ils sont quand même plus là pour chanter que pour regarder le match. Et là, il y avait quand même un peu de ça ce soir, mais le problème c'est que moi ce que je trouve embêtant, c'est même pas tellement ridicule, c'est pas tellement que, à la limite si ça émane d'un truc assez naturel. Mais en fait, c'est ce qu'on avait constaté quand ils étaient en Arabie Saoudite, la WWE. Ils étaient étonnés parce qu'ils pensaient peut-être qu'en Arabie Saoudite, les gens vont bien aimer Roman Reigns, on ne sait jamais. Et surprise, les gens n'aimaient pas Roman Reigns en Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que les gens
en fait, ils imitent les chants. Non, mais ils imitent les chants américains en fait, dans le monde entier. Donc en fait, à NXT, là, on avait des chants qui étaient, on fait pareil, quoi. Donc ça, en plus, c'est pas très spontané, quoi. Il y a un côté, on veut faire pareil qu'eux, donc bon, voilà. Alors j'en profite parce qu'on va faire un extrême, on aime bien ça au CatchaCast, on a parlé de Smarts, etc. Je vais prendre un avis lambda de l'ensemble du show. Et là, peut-être qu'on va m'en vouloir énormément parce que nous avons une autre personne présente à la table. Tu peux prendre un pseudo, tu peux prendre ton vrai prénom, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu as pensé du show? Alors, c'est quelqu'un que j'ai traîné, entre guillemets, qui n'a pas eu beaucoup à être forcé, hein, mais je sais qu'il y a des gens comme Félix qui ont aussi eu cette entreprise-là, apparemment réussie. Mais qu'est-ce que tu as pensé du show, du coup? Tu te présentes et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Alors enchantée, moi c'est Inès du coup. Le show était génial. Le seul match auquel j'ai participé avant c'était à la WCPW à Manchester. Et je trouvais que là du coup avec la WWE c'était beaucoup plus théâtral et ils mettaient vraiment tout dans le show. Et c'était sympa, je pensais que j'allais pas vraiment aimer ce genre là mais j'ai apprécié. Qu'est-ce que tu as pensé de Velveteen pour faire plaisir au petit cœur de Michael? Mais je suis tombée amoureuse de son charisme et son genre, vraiment son show, tout. C'était absolument génial, j'ai adoré. Quel est le match que tu as préféré? C'est une bonne question. Je pense le match avec Bruiserweight quand même, parce que c'était vraiment c'était le plus violent, je pense. Ouais. Du coup, voilà. C'était sympa. Bah voilà, un bon baromètre. Tu pourras reprendre le micro quand tu as envie, si tu veux. On parlera peut-être d'Hiromu plus tard, même si ça n'a rien à voir. Mais voilà, bref, je spoil sur les préférences. Allez, une petite pop. Sans transition, on reprend. Du coup, messieurs, est-ce qu'il y a un élément que vous voulez... Très bien, le micro est pas loin. On était parti un peu sur le 3 contre 3, Petit Dira contre le Bruiserweight et Oni Lorcan et Monsieur Burch, Danny Burch. Sur le fait qu'ils sont très over Undisputed Era, et c'est normal parce que si on regarde finalement aujourd'hui à la WWE, main roster et NXT confondus, l'équipe ou la faction qui a ce côté bad boy cool qui plaît énormément depuis le succès du Bullet Club à WWE, c'est Undisputed Era. Les mecs, c'est tous des champions, ex-champions ROH, donc forcément quand ils arrivent, t'as envie de les acclamer, t'as envie d'être avec eux. C'est des mecs, t'as envie d'aller boire des coups avec eux, t'as envie d'aller au bar avec eux après, de traîner en ville. Non, toi non, il fait l'amour. Attention, c'est le duel. Ah non, mince, il lâche le micro, c'est le duel en amiral. Non. Vas-y, amène tout ce que t'as. Non, mon souci avec ce match, c'est que... je parlais du fait que Undisputed Era était tellement populaire vis-à-vis du Bruiserweight et encore plus de Oni Lorcan et Danny Burch et que ça posait un petit souci au niveau de la dynamique du match par rapport au public, parce qu'en fait le public attend que les heels dominent à chaque fois. Ils ont l'excitation quand les heels dominent. Je pense que ça aurait été mieux de les mettre. Alors, je ne sais pas s'ils étaient disponibles contre Sanity. Et là, l'erreur, en fait, pour moi, c'est une question de popularité, en fait, entre les deux. Ça va être le même problème de TakeOver. TakeOver, le match Danny Burch et Lorcan versus Kyle O'Reilly et Roderick Strong. Les deux, ils vont être, mais on va pas les entendre vraiment par rapport au public, quoi. Les gens vont réagir que par rapport à Undisputed Era. Ça, c'est clair. Ils sont écrasés par la popularité, par le charisme de Undisputed Era. L'exemple du bon équilibre, c'était Gargano, Ciampa, Velveteen, Ricochet, qui sont tous over à mort. Genre ils sont tous méga over. Ouais, mais vas-y. Dans celui-là, il y avait que Ciampa qui était pas over pour le coup. Le pauvre, il y avait 4 personnes. Et il est over. Ouais, je me disais, le pauvre, c'est le seul heal des 4. Il n'y avait pas de temps mort du côté. Ouais, mais je sais pas si c'est... moi, je serais pas aussi embêté pour eux, parce que je pense que déjà, tu vois, Oni Lorcan et Danny Burch, ils étaient super contents en fait, d'être dans un match où il y a... ça suscite une réaction, tu vois. Genre, en fait, on suscitait une réaction pour ce qui se passait dans le ring et pour les protagonistes. Ok, ils n'étaient pas protagonistes des chants, mais je pense que, tu vois, ils sont quand même super contents d'être dans un 3v3 qui suscite une réaction pour ce qui se passe dans le ring. Et pas pour un 2v2 un peu lambda où il y a des chants qui partent qui sont complètement foireux. Donc en fait,
Moi, ça m'a pas choqué parce qu'on est dans un contexte de live event. Si tu es dans un contexte de pay-per-view, c'est un peu différent. Si dans un contexte de pay-per-view, c'est différent parce que là, clairement, ils sont pas dans le rôle qu'on a envie de leur donner. Dans un live event, ils sont dans un match où le public est à fond sur ce qui se passe dans le ring. Là, on est beaucoup plus souple. Et donc en fait, je suis pas sûr, si c'est si emmerdant pour eux. Le public a jamais été pour Danny Burch et Oney Lorcan. Non, c'est pas vrai, je pense pas. Non. Il y a eu un petit moment quand même. Lorcan a eu la non, parce que des pop babyface. Tu sentais que le public voulait que les... Mais la Undisputed Era, Adam Cole Baby, la Undisputed Era, ils sont bien dans leur rôle dans le sens où ils sont, en fait, on aime bien à la fois les acclamer et on aime bien en même temps quand ils se font tarter. En fait, ils sont un peu entre les deux. Donc finalement, quand ils se prenaient, en fait, oui, donc le public les aime bien. Mais c'est un peu pour parallèle avec le main roster, c'est un peu avec le Miz. En fait, t'aimes bien quand il domine, t'aimes bien quand il se fait qu'il se fait défoncer. En fait, Adam Cole, il a ce côté-là aussi, c'est que finalement, t'aimes bien quand il fait son show-off et qu'il se prend une grosse start derrière. Il a les deux aspects. Donc en fait, Oney Lorcan et Danny Burch, d'une certaine manière, ils étaient encouragés aussi un peu parce qu'on aime bien voir Undisputed Era se faire cogner dessus. C'est justement la force, moi je trouve, de NXT. Je vais donner 2 exemples pour illustrer ça. J'avais un ado à côté de moi qui était genre en mode monté sur ressort, ce qui est un pléonasme pour un ado, mais voilà. Et pendant tout le match, il a oscillé entre Ricochet, Velveteen et je reviens au voilà, et Pat Ciampa du coup merci Gargano. Et c'était génial parce qu'on sentait que il n'était pas en mode smart, il n'y avait pas de posture ou quoi que ce soit, et il était vraiment en train de et Velveteen, en fait il l'a trop déchiré et compagnie. Et un autre, pour compléter ce que tu disais sur le côté vraiment le jeu comme un Miz ou etc., je trouve que ça se rapproche un peu de la NJPW dans le sens où ils arrivent encore, la NXT, à faire des trucs marrants. Je vais lui donner un exemple concret. Il y a ce tag team match de la NJPW des Young Bucks contre les Roppongi 3K. Ils se retrouvaient à faire les deux un sharpshooter chacun sur leur ennemi et à se foutre des tartes. C'est rare les moments où tu te marres vraiment. Inès qui est intervenue tout à l'heure, elle me disait que Bates, il avait un côté cartoon, slapstick. Enfin voilà, c'est la NXT, ça reste quand même avec la NJPW les deux qui arrivent pour une très grosse franchise à ménager ça. Et d'ailleurs, le coup des deux prises de soumission avec les baffes, je me demande si on l'avait pas vu à la NXT avec les Revival. Non, alors moi je pense c'est au Revival contre... Ouais, ils ont refait... Ils ont refait ce même spot avec 3 où Brotherweight, Oney Lorcan et Danny Burch tient Undisputed Era dans la prise de soumission des doigts qui craquent. Ils l'ont fait à la télé quand ils ont fait leur match il y a 3-4 semaines en fait déjà. Et le exact même stop. Ouais, c'est DIY Revival. Ouais, DIY Revival, oui, effectivement ils font ça en même temps. Moi je sais pas ce que vous en pensez de ces spots-là un peu symétriques, un peu... Je trouve que là on ressent vraiment le côté chorégraphie et on a préparé le truc et des fois je trouve ça cool. Là pour le coup c'était cool comment ils... et puis comment ils s'en ont sorti aussi où Oney Lorcan a été poussé sur les deux et tout. C'était pas mal. Mais c'est vrai que les spots à répétition chorégraphiés comme ça, symétriques, moi des fois ça me sort un peu trop du match justement. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien le fait que tant que c'est fait sur des tag teams qui passent leur temps à intervenir, ça me va parce que justement ça montre comment tu gagnes contre une tag team comme ça. C'est-à-dire tu neutralises un ou deux intervenants et tu bats le mec qui est légal. Du coup, pour moi ça va. Oui, c'est vrai que c'est vrai que quand ça commence, maintenant, on voit où ça va. Enfin, c'est un peu le même genre c'est un peu le même genre de réaction que j'ai par rapport à ce qu'il y avait eu avec Ospreay et Ricochet à l'époque. Bon, c'était une autre mesure, mais c'est un peu le même genre. Je suis pas contre sur le fait, mais c'est vrai, je peux comprendre aussi le backlash des gens qui disent ah non mais là c'est trop quoi. Ouais. Bon, après on est un live event quoi. Enfin, je veux dire, on va pas demander le spot original de l'année. Mais ouais. Non, mais c'est efficace. Oui, Michael qui prend le relais. Ouais, non, dans le genre chorégraphique, moi je suis tout à fait d'accord. Moi j'aime pas du tout quand un match de catch, genre les matchs cruiserweight de la TNA, je peux pas quoi. J'ai l'impression que c'est du patinage artistique, voilà, ça va pas. Par contre, parfois ça fonctionne bien. Par exemple, la fin de ce match-là justement. La façon dont Pete Dunne à un moment donné, j'étais assez impressionné parce que mine de rien, waouh, c'était digne de la New Japan.
je sais plus, il a esquivé plusieurs catcheurs et à chaque fois il donnait un coup à l'un, il y en avait l'autre qui arrivait. Là. C'était assez impressionnant pour un match de ce genre-là. Franchement, je vois pas ça souvent et là ça fonctionnait hyper bien. Ça faisait un peu film d'action, quoi. C'est du catch moderne, quoi. Pour le coup, là ça fonctionne. Ouais, c'est le style anglais qu'il apporte à Tyler Bate, le British Strong Style qui est vraiment excellent. Par contre, là où ça pose problème pour revenir à ce que disait Hank, et là je suis d'accord, c'est que comme tu as Pete Dunne qui lui ressort, qui est le seul over de l'équipe de face, qui a le seul momentum, le seul spot où vraiment à un moment donné il va calmer à lui tout seul les trois d'une petite Dera, bah ça laisse Oney Lorcan et Danny Burch dans une position vraiment. Il y a quand même une valoir, petite quoi. section où il s'est tapé l'intégralité de Undisputed. C'était lequel déjà? Ouais, c'est ça. Non, pas Dunn, justement. Non, je ne sais pas. Ah non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je suis une très bonne illustration de. D'accord. Je pense que c'est Lorcan parce que c'est Lorcan qui, à part Dunn, c'est Lorcan qui dominait le. En même temps, ils sont un peu génériques dans leur apparence aussi, quoi. Ouais, quoi, un petit V de la victoire. Je regarde NXT souvent et je sais pas trop qui ils sont, quoi, franchement. Donc j'ai un peu de mal. Tout à l'heure, on était en train de parler de leur gimmick avec qui, je crois que c'était avec IRM ou avec Amiral, et j'ai essayé de comprendre. Lorcan, il a regardé le public, il a fait à la fin du match 1-2 clap. Et j'ai fait, mais c'est quoi ce truc? et les gens commencent à faire 1-2 clap et machin et tout. Et je fais, mais c'est nul à chier un peu. C'est de la merde. Donc voilà, oui. Après tant d'années, les mecs commençaient à bosser un petit peu de matière sur le personnage. Ouais. Alors, après tant d'années, après tant de minutes, un peu d'amour pour le catch féminin, on y revient. Qu'est-ce que vous avez pensé du Nikki Cross Baszler? Je bafouille parce que c'est ma petite favori. Voilà, il y a des gens qui veulent s'exprimer. On a même pris un petit selfie avec elle tout à l'heure, c'était trop bien. La chance. Non mais moi j'ai trouvé le match top. Mais ce que j'ai surtout adoré, moi, c'était pour moi la star du match, c'était Nikki Cross. C'était exceptionnel. Ouais. Moi, j'étais tellement heureux de la voir en live que c'était génial. Non, mais elle a une présence quand même, c'est un truc de fou en fait. Il y a un moment, tu te poses la question. Bon, après, moi, je suis très bon public, hein, mais il y a un moment, tu te poses la question, tu te demandes si elle est pas complètement frappadingue, quoi. Elle est tarée. Non, mais c'est génial, moi je trouve que c'est top. Non, mais elle le joue justement dans une dimension over parce que j'ai beaucoup de mal, moi. Pardon, je te laisse finir. Vas-y, non, j'allais dire que justement, elle joue, moi c'est un truc avec lequel j'ai de plus en plus de mal et c'est en train de changer. Les personnages frappadingues, comme on dit, et tout le cliché qu'il peut y avoir sur la dimension psychiatrique, la folie, etc. On est d'accord. Mais elle joue tellement bien de manière over que ça passe de manière justement, on va dire, entre guillemets. Je trouve ça sympa, hein, un gimmick un peu rétro, complètement cartoon. Moi ça me dérange moins, mais bon. Il y en a un que je trouve extrêmement malaisant. Bon, ça c'est un problème. Hein. J'ai des talks avec la NJPW, je suis obligé de les citer toutes les 15 minutes. Mais il y en a un dont j'ai oublié le nom, qui est un mec chauve, à moustache, alors qu'on fait un petit tout suite placé, qui est crâne rasé à moustache et qui joue Suzuki Gun. Ouais, merci. Kanemaru? Non. Ouais, c'est ça. Kanemaru? Celui qui a la bouteille de whisky? Voilà, qui joue le mec limité, comme Cletus en fait à l'époque. Ah non, c'est Takashi Yusuka, là, celui qui a les grosses griffes en métal. Qui fait un peu chien. Voilà, c'est ça, qui mord les mecs aux pieds, aux orteils. Moi, je connais pas la New Japan. Donc voilà. Honte sur toi! Elle arrivait à jouer là-dessus dans un côté tellement over que ça donnait caricatural et que ça passait. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que à la limite, j'ai rien contre un gimmick comme ça. Là où ça me gêne, c'est que contre Shayna Baszler, du coup, c'est gênant parce que ça ne met pas forcément en valeur l'autre, quoi. Enfin, le choc est un peu bizarre parce que tu as quelqu'un qui a un catch très moderne, qui vient un peu du MMA et tout, voilà. Et en face, tu as un catch à papa, quoi, qui est très bien pour du HO, qui va faire participer le public. Mais du coup, je trouve que ça clash un peu, ça fonctionne pas bien, c'est un peu bizarre. Surtout quand le match doit être un peu long et qu'au final, elle doit vendre Nikki Cross. Alors que Shayna Baszler, elle devrait être bookée comme Ronda Rousey à la base, donc c'est un peu bizarre, quoi. C'est vrai que c'est pas bon pour son règne si vraiment Nikki Cross sort en tant que vedette de cette rivalité, parce que elle sort. Enfin moi, pendant ce match, en tout cas ce soir, elle est passée inaperçue pour moi, Shayna Baszler. Ah non, déjà elle arrive, elle a un charisme incroyable. Ouais, elle est arrivée, mais après. Rien. Parce que moi j'ai vu que Nikki Cross ce soir. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a vu que Nikki Cross. C'est aussi un autre problème de la patate chaude, c'est le cas de le dire. Alors qu'on nous apporte un croque-monsieur magnifique. Qui est de se demander mais qu'est-ce qu'on fait pour Monsieur Michael avec du sel et du poivre. Un croque-monsieur direct, on ne dira pas pour qui.
On laisse, Est-ce que tu veux faire les plaisirs culinaires secrets. Qu'est-ce qu'on fait des horsewomen, enfin même pour celles qui sont pas encore arrivées, donc Rousey évidemment, et puis Baszler. Elles sont arrivées. Elles sont. Duke et les deux autres horsewomen. Celles Duke et non, elles ont pas catché, mais elles sont en PC, elles sont performance center. Pardon, j'entendais pour voir qu'est-ce que les deux autres peuvent apporter. Bon, pour l'instant, la réponse c'est que bon, c'est vrai que Baszler, faut arriver à la laisser vivre comme tout catcheur parce qu'elle a un truc, elle a une pratique atypique. Mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, le fait est que Shayna Baszler, c'est quand même la seule des four horsewomen de la MMA à avoir eu, avant d'être arrivée à la WWE, une carrière dans le catch. Ouais. Elle a catché dans des fédérations, Shimmer, etc. Ouais. Donc du coup, elle a vraiment un background catch. D'ailleurs, c'est elle qui a pas mal tiré la locomotive, qui a une vraie passion pour le catch et qui a amené les autres à venir sur ce terrain-là. Ronda Rousey, on la voit effectivement dans le main roster. Les deux autres, elles sont performance center. Donc tranquilo pour Senaito, on va voir déjà à Senayo, apprenez les bases et puis après on verra quoi. Oui, et puis ça se sentait, on les voyait pour ceux qui regardent la PWG, on les voyait, il y avait Shayna et Ronda, mais elles n'étaient pas toutes les quatre, et puis après elles étaient toutes les quatre, donc ouais, c'est assez logique ce que tu dis dans le fait de penser que Shayna c'est celle qui a poussé la locomotive for Horsewomen vers la WWE. Pour venir à Nikki Cross, moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'elle a de toute manière un nom qui donne de super jeux de mots pour des finishers. Le Nikki Crossbody, le Nikki Crossroad, qu'elle a fait pendant le match. Nikki Crossfit. Michael Cole s'en donnera à ravir. Vraiment Nikki Crossroad Non, c'est moi qui l'ai inventé, mais elle a fait un crossroad dans le match, donc je vais Nikki Crossroad. Marque déposé, crossover, Catch. Alors justement, je reviens à Inès qui s'exprimait sur Velvet in Dream. Je crois que ça a été ton deuxième coup de cœur de la soirée, Nikki Cross. Je pourrais même dire le premier avant même Nikki Cross parce que j'ai adoré le côté totalement loufoque de Nikki et j'ai trouvé que justement elle jaugeait bien sa folie entre guillemets, mais Velveteen a une telle prestance et une telle classe que franchement on a perdu Inès. je pense que je fais une petite promotion. L'entrée de Velvet Dream est disponible en intégralité sur le Twitter CatchUpCDC, twitter.com/CatchUpCDC, n'hésitez pas. Ça c'est magnifique. Après, on a annoncé un crossover avec ce qu'il y a de publicité pirate. Hein. C'est aussi ça la radio indépendante, enfin le podcast. On continue sur quoi? Sur qui, messieurs, dames? Est-ce que tu veux nous lancer justement sur Dream Ricochet? C'est ce que je disais tout à l'heure pendant le match, c'est que j'avais vraiment du mal. De toute manière, peu importe l'issue du match. Alors qu'il y a Dream On dans le bar, ça c'est merveilleux. Velvet in Dream. Peu importe l'issue du match, je me disais si Ricochet ou Velveteen gagne, j'étais contente de toute manière, donc voilà. Le seul match dont on n'a peut-être pas parlé, c'est le premier match d'ouverture avec Heavy Machinery. Ouais, c'était très sympa et forcément, justement plutôt, j'étais avec 3 non-initiés, dont un qui est juste à côté de moi. Et c'est vraiment le match basique, tag team, fun. Parfait pour un non-initié de commencer. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais. Je peux dire de mieux de ça, mais c'est à peu près ce que j'allais dire, c'est-à-dire que Otis il est super over. Moi ça m'a étonné. Mais pour moi aussi, c'est le meilleur. Pour moi aussi, c'est le personnage. Je sais qu'il y a des gens. Alors c'est plutôt, moi je regarde beaucoup de podcasts américains, donc c'est des avis de podcasts américains, mais qui le trouvent un peu agaçant dans le sens caricature, voilà. Le catcheur. J'avoue qu'il joue un petit peu à la Christian Clavier, c'est vrai. Mais mais à côté de ça, c'est tellement marrant. Il a un physique, mais juste qui ressemble à rien. Ou à tout. À tout et à rien. Non mais voilà. Il est super drôle. Il a toute une routine qui est très drôle. Et il est solide quoi. Il y a des moments, ce qu'il fait dans le ring, il est super solide. Moi, j'espère presque. Je pense qu'il pourrait faire son trou même tout seul parce que personne ne connaît le nom du mec qui est à côté. Oui, Tucker Knight. C'est Tucker Knight, mais personne. Enfin, je veux dire, personne n'a chanté Tucker. Quoi. C'est Tucker Knight, c'est lui. Voilà. Et son ennemi Tucker Day, bien sûr. Voilà. Non mais j'ai beaucoup aimé ce match. Je trouvais que c'était le parfait opener. Non-initié. Et justement, ce premier match était une très bonne entrée. Franchement, il y a un peu les stéréotypes, mais en même temps, c'est simple, c'est beau, ça marche. Il y a cet aspect physique, avec justement ces 2 gabarits assez impressionnants.
qui arrive à avoir une certaine agilité sur le finisher, justement, avec l'espèce de mouvement. Bon, j'appelais ça le macaro, mais. Parce que Le Caterpillar, ouais. pardon, ça fait un peu le. Ou une version alternative de Sydney pour les Mais, plus vieux. mais d'entre justement, nous, à chiper, et à après, choper. moi c'est justement Oh. le match, un autre match, on n'a pas encore parlé, le deuxième, celui qui arrivait juste après, où justement on arrive là où il y a quelque chose, un rapport très physique, et puis on arrive justement avec deux gabarits totalement différents, légers, et qui sont très dans l'agilité. Très technique. Et dans la technique justement. Et là, pour moi en tant que non-initié, on passe vraiment de la vision un peu caricaturale, stéréotype, du bleh, à quelque chose justement où justement il y a de la technique. Ça, ouais, c'est comment il s'appelle d'ailleurs Zach Gibson. Qui honnêtement moi m'a agréablement surpris. Je connaissais pas du tout. Il mais est dans. pour la fin, C'est un gros catcheur anglais qui est dans le D'accord. UK Tournament cette année, mais qui est dans les fédérations anglaises, etc. Il a quand on dit un chanteur français cartonne au Japon, c'est ça. Ouais, exactement, c'est ça. Je me suis retiré les foot de je ne sais qui sur Twitter en le traitant de no name. Quoi, moi Prends des risques. Moi, j'ai traité un no-name, non Non. Ah, j'ai eu fait peur. Tyler Bate perd contre un no name, what the fuck. Oh, c'est pas beau. Zach Gibson qui m'a fait, pour ceux qui connaissent Nigel McGuinness, qui est maintenant aux commentaires, qui m'a fait beaucoup penser à Nigel McGuinness. Moi, j'avais déjà vu avant Zach Gibson, mais pour le coup, il est très dans la technique agressive. Dans le public, il y avait une pancarte Zach Gibson, donc il y avait au moins une personne qui était fan. Hein. Il y avait une pancarte carrément. Non, mais c'est juste une question. D'ailleurs, c'est ma réponse que j'ai sortie sur Twitter, je ne sais qui. C'était juste une question de favori en fait. C'était assez étonnant le finish et surtout qu'il tape quoi. Que Bates tape. Déjà, Gibson, il a volé la veste de Sami Zayn. Ça déjà, c'est pas bien. Ça ne se fait pas. Mais c'est vrai que c'était super étonnant, comme dit Hank, que Tyler Bates, qui était quand même un des deux compétiteurs d'un des meilleurs matchs 2017 de NXT, donc lui contre Pete Dunne, abandonne comme ça. Alors du coup, on avait genre what? Parce que moi j'ai raté quelques NXT, mais j'ai quand même l'impression que depuis qu'il a perdu le titre, c'est un peu un jobber. Ouais. C'est Non, un mais peu dommage, Il a été blessé pendant pas mal de temps aussi. Ouais, mais finalement, je trouve que ce qu'on a vu ce soir, ça cristallise un peu sa situation, quoi. C'est ouais, genre, parce que- il est très aimé, il a eu un beau petit run au début, puis après il s'est blessé, et puis maintenant, il a pas vraiment de direction, le pauvre. Il a 22 ans. Ouais, il a même pas 22 ans. Ospreay, il en a 24-25. Trop dans la manière. Tu Oui. Je trouve que Tyler Bates, il est vraiment trop dans la manière. Et l'embêtant, c'est que il y a un mec qui fait la manière en ce moment, le maniérisme plutôt, magnifiquement, c'est Zack Sabre Jr. Pardon, ça me gratte un peu. Non. Alors il faut bien des trolls pour animer voilà, les. Il y a des gens qui aiment pas, mais voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà. Alors Félix est avec toi, il est au bout de la table mais il est avec toi. on va vous laisser messieurs. Ce que j'allais dire c'est que le truc c'est que Bates, j'ai l'impression qu'il doit faire un choix. Et il y a une partie de son moveset qui est explosif, il y a une partie de son moveset qui est impressionnant visuellement, et il y a une partie de son moveset qui est du maniérisme et du comique. Oui. Et des moments ça va trop dans le comique. Et il y a des matchs où on a l'impression que. Comment Est-ce que tu veux un refill? Te faisons oui, signe. je veux bien. Voilà. Pendant qu'on me demande. Et il y a des si moments, je tu veux disais encore plus d'alcool. qu'il n'arrive pas à choisir son registre. Donc, oui, non. Non, c'est de l'eau gazeuse, c'est pas de l'alcool. Avec Voilà, du houblon, c'est de mais. l'eau gazeuse marronnée. Et donc. Kenny Omega. Je vais réussir à finir. Tyler Bates. Je pense qu'il a un choix à faire. Je pense qu'il a vraiment un choix à faire sur son moveset, sur la façon dont il catch. Et peut-être que dans la WWE, finalement, son choix de moveset va dépendre va choisir l'endroit où il va être dans la carte. Je pense que s'il veut plutôt pencher dans le côté comique et finalement ressembler un petit peu à son camarade, comment il s'appelle Non, l'autre. Le moustachu, non, le roux. Oula, tu vas très loin. Gallagher. Jack Gallagher. Bien voilà. joué. Je pensais à Gallagher. Donc du coup, qui partent dans cette veine-là, ou alors qui partent dans la veine explosive. Et je pense qu'il a une capacité physique qui pourrait faire tellement des grands matchs sans ce qui a fait aussi sa popularité, je pense, dans l'indé. Mais
qui marche plus vraiment dans la WWE, enfin, ou du moins qui va le coincer Mm. dans une low card. Je pense que malheureusement, tu as raison, dans la WWE, ça va être coincé dans la low card parce qu'ils savent pas faire, ils savent pas gérer des personnages comiques jusqu'en haut. Mais avec le potentiel qu'il a en termes de technique, de physique, de charisme, je pense qu'il peut partir sur le. Je vais être un personnage comique comme Jack Gallagher. Gallagher, je sais plus comment on dit. Je ne suis pas anglais. Gallagher. Mais il pourrait faire un personnage comique attachant, devenir over via ce personnage comique et ensuite déployer son potentiel en main event de NXT déjà dans un premier temps. Mais malheureusement. Non mais quand les mecs veulent faire un personnage comique et déployer leur potentiel dans le main roster, C'est Santino Marella. C'est Breezango. Ou Breezango. Malheureusement, c'est vrai. Tyler Breeze est un bon catcheur. Mais oui, mais il sera coincé, il sera toujours Fashion Police, il ira peut-être pas plus loin, c'est ça qui est triste. Je pense que c'est pas qu'un problème de comique ou pas comique, je pense qu'avec le physique qu'il a, et il a un gimmick quand même d'underdog, et quand tu as un gimmick d'underdog à AWE, tu seras un underdog toute ta vie, quoi. Je pense malheureusement qu'il finira. Un underdog, il n'a pas été champion d'NXT et. Bate, je pense qu'il finira malheureusement à 205. Hein. Oui. Je suis désolé, mais vraiment, c'est. Tyler, Tyler, franchement, ça me fait chier de dire ça, mais. Peut-être même pas champion en plus. Peut-être pas, mais vu ce qu'il a quand même mis sur son premier run de champion UK. Il a un titre pour lui, de toute façon, il a un titre, c'est le UK title. N'oublions pas que 205 maintenant est géré par Triple H, et Triple H, lui qui a monté UK, c'est lui qui l'a poussé en premier champion UK. Donc je pense qu'il a quand même ses chouchous. Ouais, voilà. The Click, n'oublions pas The Click, Triple H, ils sont même fonctionnement. Il y a un nouveau tournoi championnat UK, là, donc c'est un peu fait pour eux, quoi. Un de ces jours, on nous expliquera les règles du UK title, hein, parce qu'on comprend pas là. On ne sait toujours pas. On sait que c'est Pete Dunne qui l'a en otage depuis un moment, mais nous n'avons plus de nouvelles du UK title. Le UK title, il est défendu à droite, à gauche, à NXT, en dehors d'NXT, parce que pourquoi chez pas tes parents, n'importe où. Dans la zone euro, c'est pour ça, c'est Brexit en fait. D'ailleurs, c'est pareil, le US Championship de Adam Cole va être défendu à un show qui n'est pas Evolve, voilà, bientôt. Donc c'est pas que voilà. Félix le soulignait d'ailleurs. Je lui ai posé la question en exclusivité tout à l'heure avant le show, et il était un peu pris de court. Il était oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ça va être génial, baby. Mais ça sent la wellness policy du genre on n'en parle pas trop quoi. Mais en parlant du UK Championship, on sent vraiment la WWE, ils l'ont fait parce que World of Sport allait revenir sur leur TF1 à eux, et qu'après ils ont un peu laissé tomber, et puis là ils ont annoncé qu'il y avait un general manager qui est une légende du catch britannique, mais c'est tout, on sait pas ce que ça va devenir. Il va y avoir un show de toute façon, c'est obligé. Oui, d'un jour. Ouais, enfin, peut-être pas weekly, mais en tout cas sur le network, oui. C'est marrant de vous entendre parler, on dirait que vous parlez du Fillon Gate quoi. C'est pas rends l'argent, c'est rends la ceinture. Rends la ceinture. Rends la ceinture. Et à la rentrée, 205 UK. Oh, 205 India, 205 Arabie Saoudite. 205 Jinder Mahal. Ils compilent les deux en fait. C'est-à-dire qu'ils en ont tellement marre de faire une émission 205 que 205 and UK and Les Friends. gens regardent 205 pour regarder le main event maintenant. Mais le reste ils s'en foutent. Mais donc voilà, 205 UK, vous avez déjà 2 matchs intéressants du coup. Non mais c'est toujours mieux que 4 matchs foireux. Non, pas de. Alors, on a couvert déjà pas mal de choses, presque toute la carte, si je dis pas de bêtises. On a eu un match tag team féminin. On parlait de Dominion maintenant. On a eu un tag team. Pas de spoiler Dominion, il y a quelqu'un à cette table qui n'a pas encore vu les Qui ça Inès. Oh. Justement. Tiens, voici des boules qui est Inès. Donc alors, Dominion. On a vu, on a eu le dernier match qu'on n'a pas fait ce soir. Je crois que c'est le tag team match féminin. Oui, on a parlé fait très long dessus. Bianca Belair avec effectivement Lacey Evans contre Dakota Kai, contre Candice LeRae, puisqu'il y a là-bas c'était contre Nixon Newell, Stephanie Newell qui devait être avec Dakota Kai, mais elle a été blessée lors du download ce week-end. Du coup, elle a été remplacée au pied levé par Candice LeRae. Donc beau choix de remplacement quand même. Les faits sont gagnés, tout le monde était content. Ils doivent être bien emmerdés quand même parce que c'était une belle occasion de l'introduire au public et là, manque de peau. Elle a fait le show anglais au Download, sans qu'elle est même avec Galloise ou un truc comme ça. Elle a tourné avec Pete Dunne d'ailleurs à Tyler Bate il y a longtemps.
Pour réviser les interviews, j'ai regardé un documentaire et elle avait le drapeau gallois, donc je te confirme. Voilà. Quoi d'autre peut-être pour doucement conclure, faire une pause ou que sais-je. Messieurs, je vous demande de vous arrêter. Un peu de discipline. Attention, s'il vous plaît. On parle plus tard, mais on parle de New Japan aussi. Justement, j'allais dire, histoire de faire une pause et peut-être après parler de la New Japan. Pour le show NXT Live, rien à rajouter pour l'instant. C'était quand même très cool. Je trouve que le lieu était superbe. Oui. On était, je sais pas combien, peut-être 2000, non même pas. Je pense 1005 max, même pas. Ça a un peu fait peur à Félix quand même le lieu, parce que les têtes de cheval en mode. Ouais. C'est au cirque d'hiver, donc. Comme je l'ai appelé, c'était un peu. Le balcon du haut, à part le centre qui était en face de la scène, sinon c'était vide. Alors le balcon du haut, c'est comme monter en haut et descendre en bas ou Non, il y a plusieurs balcons. Le balcon le plus haut. Très bien. C'est mieux, mais voilà, il a tout compris. Sinon après je peux plus intervenir. Si, tu fais des pubs pirates, tu peux venir d'aller me faire foutre. C'était quand même super beau le lieu. On n'était pas pas beaucoup. Il y avait vraiment, je pense, pas mal de gens qui étaient genre des fans de catch. Il y avait une bonne ambiance. Ouais. Et pour voir des gens qui font des takeovers, donc il y avait je ne sais pas combien de milliers de personnes devant eux. Faire un show en s'impliquant comme ça, même s'ils étaient parfois un peu sur la pédale tranquille, ils étaient quand même investis pour juste 1000 personnes en France. En tant que fan de catch, tu dis c'est cool. Là, c'est un moment qui est vraiment cool. C'est la première fois. J'espère que ce sera pas la dernière. Et vraiment, c'était. Il y a eu des jolis trucs. C'était pas trop abusé. Même le côté drapeau français de Gargano et Ricochet, ça passait. Mais c'est le truc obligé. Ouais. Il manquait une Marseillaise. Mais voilà, Et Velveteen, le seul qui est arrivé par l'endroit où je pensais que tout le monde allait arriver. C'était magnifique. En haut. Il a eu de la chance, hein. C'est une belle marque, de pas respect, mais de confiance. Je ne sais plus le nom de la présentatrice, mais on va l'appeler Jojo Bis. À la fin, elle a promis le fait qu'ils allaient revenir. Et donc s'ils reviennent pas, il y a des gens qui attendent encore. On les défonce. Même si c'est bête qu'ils aient pas rempli, du coup, j'espère que du coup la prochaine fois, ça sera au même endroit. Franchement, c'est un lieu fantastique. Ah, c'est super comme endroit. C'est la première fois que je paye donc du coup pour récemment. La première fois que je paye pour quelque chose. Exactement. Non, mais voilà, j'ai payé pour ringside et franchement c'était le ringside le plus hallucinant que j'ai vu. J'étais à 5 mètres du ring, il n'y avait pas de barrière, c'était incroyable. Oh là là, la chance. Par contre, pour ceux qui n'étaient pas au même emplacement que toi, les fauteuils en bois, on en parle? Oui, pour ceux qui ont des grandes jambes, c'est un peu difficile. Pour les fesses fragiles. Voilà, mal au cul. Au prochain show, donc la clim et des revêtements sur le bois, ça fera mieux. Michael. Il y avait un petit problème de clim. Et un problème de basse aussi. Par rapport au cirque d'hiver, il y a quand même un truc, c'est que je pense que c'est un peu bien. Alors je pense qu'ils ont dû apprécier en effet l'endroit. Par contre, le fait que ce soit plein de gens autour et qu'on puisse pas aller dans le public et qu'il n'y ait pas de barrière et tout, je pense que ça les limite vachement pour certains matchs parce que il y a plein de spots qu'ils pourraient pas faire en fait et je pense que c'est peut-être pas pratique en fait pour eux. Après, ils n'ont pas un amour aussi poussé que la NJPW pour les barrières, donc ça va. Sur ce, justement, c'est une pause, mais je pense, assez merveilleuse parce qu'on en parlera sûrement après et on essaiera peut-être de pousser des gens dehors ou inviter à prendre l'air pour ne pas se faire spoiler. Je vais juste rester sur une phrase d'un de nos copains du Catchacast qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui était assez merveilleuse. Ils ont fait une promo donc, du NXT Live at Paris avec Velveteen Dream pris en photo devant l'obélisque du Concorde et donc Guillaume, je lui rends hommage, qui dit la NXT qui arrive quand même à faire une promo à Paris sous la pluie, c'est chapeau bas. Et c'est vrai que c'était une photo complètement couverte dégueulasse, mais c'est Velveteen Dream, donc ça passe. Messieurs, Velveteen Dream, c'est le soleil dont on a besoin. Eh ben, Ricochet over Velveteen Dream. On va s'arrêter sur cette poésie de Félix et on va marquer une petite pause avant de revenir un peu après. Alors comme vous l'aurez entendu à la fin de l'émission, donc il est question d'un certain catch japonais, d'un certain événement, donc Dominion, qui
qui a eu lieu au moment où vous écouterez donc ce podcast il y a un peu plus d'un mois, quelque chose comme ça. Et pour tout vous dire, on s'est dit que ça allait peut-être un peu trop alourdir l'émission d'un coup, donc vous retrouverez dans un prochain numéro hors série pour vous faire patienter cet été avant la rentrée avec KatchaCast. Donc cette fameuse pastille enregistrée le soir même de l'analyse du post NXT Paris. Donc voilà, on espère que cette émission déjà vous a plu et puis que vous apprécierez donc la pastille hors série autour du NXT, n'importe quoi, du Dominion de la NJPW. Donc voilà, double ration de catch à venir. Et donc, comme d'habitude, l'équipe du KatchaCast vous souhaite de bons matchs entre temps et vous dit à la prochaine. Ciao. Prenez le micro quand vous voulez. J'ai fait un battle. Je suis là pour en parler. J'ai grandi à Papouasie sur Champignol. Je ne trouve pas de travail, c'est un pléonasme. Voilà. Bon bah on peut commencer, puis chacun vit sa vie quand il veut. Quoi. Très bien. C'est mieux, mais voilà, il a tout compris. C'est la première fois que je paye donc du coup pour quoique récemment. La première fois que je paye pour quelque chose. Exactement. Non. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Na 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 na. Hey, hey, goodbye. Voilà. Donc, ouais, Comment reprendre après ça? Même traitement que Stéphanie Monod. Merde. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.